Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse poursuit les consultations en vue de la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. L'ambassadeur de France à Port-au-Prince, Elisabeth Béton-Delègue, exhorte les acteurs politiques haïtiens à œuvrer pour la stabilité socio-politique. Qualifiant les émeutes des 6 et 7 juillet dernier de graves, la diplomate française plaide pour que la stabilité institutionnelle soit préservée. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, doit répondre ce jeudi aux questions des membres de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Le chef de l'État haïtien s'est entretenu mardi avec les membres de l'Église catholique dans le cadre de la série de consultations engagées avec les secteurs vitaux de la nation. Cette démarche vise à mieux identifier les principaux problèmes conjoncturels en vue de définir les actions de l'État susceptibles de recoudre le tissu social, précise la présidence. Hier, le chef de l'État avait eu des échanges avec les leaders du culte vaudou en vue de la désignation d'un nouveau Premier ministre. M. Moïse a engagé des consultations formelles et constitutionnelles avec les présidents du Sénat, Joseph Lambert, et de la Chambre des députés, Gary Baudot. Selon la Constitution, les consultations avec les présidents des deux branches du Parlement sont indispensables lorsque aucun parti n'est majoritaire. Toutefois, le bloc APH, composé du PHTK et alliés, est doté d'une large majorité de 70 élus. Il est impossible aux autres blocs et groupes d'imposer leur vision au bloc majoritaire. Rappelons que dans son adresse à la nation, la semaine écoulée, le président Moïse avait annoncé des consultations avec tous les secteurs de la vie nationale. Bonsoir, nous avons avec nous ce soir M. Joseph Lambert, président du Sénat, qui a trouvé quelques minutes à nous consacrer dans son emploi du temps extrêmement chargé de ces derniers jours. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci, mais c'est plutôt à vous qu'il faut poser la question. Ah bien, ça va, on bouge, on fait ce qu'on peut. Bien. Et on essaie d'animer les choses autant que faire se peut, quoi, comme on dit. Donc vous êtes en pleine négociation avec le président de la République et les deux présidents des deux chambres pour trouver un remplaçant à M. Jack-Guy Lafontaine. Comment se passent les négociations? Bon, effectivement, nous avons reçu une correspondance il y a de cela 48 heures du président de la République qui nous a confirmé la démission du Premier ministre et par la même occasion nous a invités au Palais national pour une première séance de consultation. Nous avions donc été reçus par le président de la République autour de midi avant-hier et le président, contrairement à ce que l'on pensait, nous a entretenu plus particulièrement autour du profil. Alors, le profil de candidat, le président souhaiterait que ce serait un cadre important, ayant une très bonne connaissance de l'administration publique, qui a des atouts importants au niveau international et qui pourrait aussi rallier les différentes parties en présence ici. Tout ceci a été discuté. On a dit au président de la République, normalement, après une démission du Premier ministre, les séries de consultations devaient se faire essentiellement autour du nom du prochain Premier ministre que vous aurez vous-même à choisir.
Et en effet, le président n'avait pas précisément de nom. Il nous a purement et simplement indiqué qu'il aimerait avoir notre point de vue. Et le président Garibodo et moi-même, nous avons tour à tour exposé l'état de la situation, plus particulièrement au Parlement et au niveau national, surtout après les émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier. Et on s'est mis d'accord pour que le président continue cette série de consultations auprès des différents secteurs de la vie nationale, secteur politique, secteur religieux, secteur des affaires, le secteur populaire, secteur paysan, etc. Et finalement, il pourrait, je dirais, le cas échéant, nous adresser une autre correspondance pour nous inviter non pas à choisir, mais pour nous consulter plus particulièrement sur le nom de celui qui serait très certainement le prochain locataire de la primature. Donc ça signifie que non seulement le Parlement, Sénat et Chambre des députés, mais également tous les autres corps constitués et la société civile ont été chargés par le président de la République de réfléchir à qui pourrait être le prochain Premier ministre, après avoir pratiquement dressé une feuille de route sur le profil qu'il souhaite que ce Premier ministre ait. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que comme on l'a fait remarquer au président de la République, et comme il l'a si bien dit lui-même lors de son adresse à la nation, il y a de cela 72 heures, on a dit au président, vous avez parlé d'un gouvernement inclusif, il faudrait qu'à tout prix, vous essayez d'inclure dans vos réflexions, dans vos analyses, et dans la recherche d'un profil idéal comme Premier ministre, l'ensemble des secteurs. Il faut négliger personne, il faut à la fois vous adresser à la société civile, au secteur des affaires, au secteur paysan, etc., au secteur politique plus particulièrement, de façon à ce qu'on puisse créer disons, disposer d'une base suffisamment solide pour pouvoir constituer un gouvernement qui répondrait aux attentes de la population. Ça signifie qu'il faudra trouver quelque part un consensus. Est-ce que précisément le consensus n'est pas la chose la plus difficile à trouver en Haïti? Ben c'est vrai, c'est autant que faire se peut, il faut toujours, comme assez bien dit, sans froid sur le métier, remettez votre ouvrage. Hein. Et c'est pas facile du tout de trouver le profil idéal, mais on peut toujours arriver à trouver un profil possible et de par des consultations honnêtes, je dirais franches et même sincères du président de la République avec l'ensemble de ces secteurs. Quant à nous autres au Sénat de la République, on est là, on s'est mis d'accord et l'Assemblée m'a donné comme mandat, comme mission de discuter uniquement avec le Premier ministre, le président de la République sur le nom du Premier ministre et n'engager aucune discussion sur la formation du gouvernement, sur les profils des ministres, les profils des secrétaires d'État, si secrétaire d'État il y en aurait. D'accord. Donc au départ, ce sera exclusivement le Premier ministre et ensuite le gouvernement, le cabinet sera discuté ultérieurement. Monsieur Lambert, votre collègue de la Chambre des députés, Monsieur Bodo, suggérait que le Premier ministre à venir doive sortir de la société civile. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je partage, mais par souci, hein, dans le but de ne pas surtout influencer le président de la République dans le choix qu'il aurait à effectuer, je préférerais de ne pas me prononcer là-dessus. Mais le profil idéal répondrait bien sûr des résultats obtenus à partir des consultations opérées par le président de la République avec l'ensemble bien sûr de ces secteurs.
Dans combien, bon, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais combien de temps pensez-vous que ces consultations vont durer et à quel moment peut-on attendre de voir émerger le nom d'un éventuel prochain Premier ministre? Le plus tôt serait le mieux. Le plus tôt serait le mieux. Et c'est pour cette raison que la logique ou bien la question de affaires courantes, des affaires courantes qui durent un mois et demi, 2 mois, ça gêne considérablement et ça handicape le fonctionnement même de l'État. Et je souhaiterais vivement que le président de la République puisse trouver le consensus minimal autour du nom du Premier ministre et faire en sorte que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement puissent être une fois pour toutes déterminés et choisis, disons, et faire en sorte que le Parlement puisse se prononcer là-dessus le plus rapidement que possible. C'est mon vœu le plus entier. D'accord, Monsieur Lambert. Une autre question à laquelle je suis sûr vous vous attendez, et je pense aussi que vous attendez aussi l'occasion d'apporter des éclaircissements sur cette question. C'est la question de la résidence du président du Sénat. Les chiffres ont été donnés publiquement par vous-même, entre autres 8 millions de gourdes par an. Quand on fait le calcul, même au taux du jour, ça fait une résidence qui est autour de 10 000 $ américains par mois. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? Il faut dire tout d'abord, il faut aller à la genèse de cette question. Cette question a été soulevée, bien sûr, par le sénateur Ricard Pierre, qui était questeur ici et qui avait dérobé du Sénat un groupe électrogène. Et il nous avait demandé un sursis, une façon de ne pas créer scandale, de 15 jours pour pouvoir restituer au Sénat le groupe, la génératrice en question. Ça a duré et nous autres, au niveau de l'administration du Sénat, nous avons voulu une fois pour toutes fixer l'inventaire des biens meubles et immeubles du Sénat de la République et nous lui avons demandé de faire parvenir au Sénat le plus vite que possible la génératrice en question. Et il était un peu gêné et très difficile peut-être à nous restituer la génératrice qu'il avait en fait soutiré du Sénat et déposé bien sûr chez sa femme à la rue Capois. Et tout de suite, il a tiré le cliché selon lequel que le président du Sénat aurait détourné 8 millions de gourdes pour s'approprier une résidence officielle. Alors je rappelle tout de suite, et pour préciser pour le grand public, ce n'est pas une décision du président du Sénat, voire même du bureau que je préside, c'est une décision émanant de la conférence des présidents en date du 5 mars 2018 qui avait souhaité que le président du Sénat, qui est ipso facto le président de l'Assemblée nationale, à l'égal du président de la République, du Premier ministre ainsi que le directeur général de la police, on puisse doter le président du Sénat d'une résidence officielle. Effectivement, les démarches administratives, il y avait 16 sénateurs présents au cours de cette conférence des présidents et la décision, cette proposition a été adoptée. La décision donc administrative a été mise en branle et on s'est procuré, disons, l'administration du Sénat s'est procuré d'une maison et du côté de Thomasin 25 et on a pu passer un contrat de location signé par le président du Sénat, le questeur, et approuvé par la Cour des comptes. Et le montant en question n'est pas de 8 millions de gourdes, le montant, la valeur locative de la maison est de 6 500 et quelques mille gourdes, avec des taxes totalisant 728 000 gourdes, ce qui fait un total de quelques 7 280 000 gourdes. Et c'est une maison, et je dirais, meublée d'après le contrat passé entre le propriétaire de cet immeuble et l'administration du Sénat. Et dans un second temps, il faut dire que, comme rappel,
La résidence du Premier ministre coûte à l'État environ 10 000 $. Et la résidence le président aussi de la République a une résidence. Et le président du Sénat est censé être le deuxième personnage de l'État. Il ne dispose pas d'une résidence officielle pour recevoir les gens et discuter des trucs hypersensibles, etc. Et il en est de même, voire même le directeur général de la police, je peux parler de Mario-André Sol, il avait une maison en location qui aujourd'hui pourrait coûter à l'État la bagatelle de 7 000 et 8 000 $ américains. Le Godson Aurelius aussi disposait d'une maison en location de quelques 7,5 000 $ américains par mois, et l'actuel directeur général de la police dispose d'une maison de 6,5 000 $ américains par mois. Et les ministres aussi disposent d'une maison qui avoisine, qui se situe entre 5 000 et 7 000 $ américains par mois. Le problème n'est pas la maison en soi. Le problème est, la déclaration faite par le sénateur à une période, je dirais bien, un sénateur de l'opposition, à une période très très sensible où le peuple réclame à tue-tête une amélioration de ses conditions d'existence, de ses conditions de vie. Et par conséquent, lorsque la question des 8 millions de gouttes, qui est fausse en réalité, est balancée dans l'air, on croyait peut-être que le président du Sénat avait soutiré de l'argent pour faire louer une maison, et sa maison personnelle, et payée par l'État. Ma résidence privée existe bel et bien, et c'est du côté de Delma 40B, mais la résidence officielle dont on parle se situe du côté de Thomasin. Il n'y a aucun amalgame, vraiment, il ne faut pas faire d'amalgame entre ma résidence personnelle, où je vis avec ma femme, mes enfants, et autres, etc., et la résidence officielle, et qui n'est autre que la résidence officielle du président du Sénat. Il me reste 5 mois, bien sûr, à passer à la tête de l'institution sénatoriale. Après les 5 mois, très certainement, je vais devoir quitter la maison pour le prochain président du Sénat. Autre chose que je voudrais justement signaler et à votre attention, c'est que aujourd'hui, au Sénat de la République, sous ma présidence, j'essaie de travailler sur tout un ensemble de coupes budgétaires pour réduire le budget du Sénat à la baisse très très sérieusement. Nous avons envisagé de réduire le budget du Sénat de quelques 900 millions de gouttes, et un montant qui fait défaut et qui gêne sérieusement une rubrique qui dérange sérieusement, c'est la rubrique qu'on appelle généralement, dans le langage courant, tilage en poisson. Alors on va éliminer tout ça, on va suspendre toute forme de location de véhicules, et on va aussi éliminer des postes budgétaires non importants, on va réduire aussi le montant alloué aux subventions. L'État est en difficulté, et rien ne dit, parce que au cours de la conférence des présidents, on avait même dit que le président du Sénat devait se doter aussi d'un cortège officiel avec 2 motocyclettes et 2 véhicules backup et autres, etc. C'est mon style à moi, je ne suis pas un monsieur extravagant et qui aime faire du pom-pom, et la question de sirène à tout bout de champ à travers l'air où gêne considérablement les gens. J'ai fait la remarque personnellement, et quand je descends travailler au Sénat de la République, je n'utilise jamais de sirène, je conduis moi-même mon propre véhicule comme président du Sénat, je suis un monsieur simple, non extravagant, et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il y a lieu peut-être de toucher à tout ça et de voir dans quelle mesure on pourra, une fois pour toutes, et ceci au niveau global, voir comment on pourrait arriver à réaliser des économies d'échelle. Merci infiniment de ces éclaircissements, Monsieur le Président. Bon, j'ai entre-temps rapidement fait le calcul. Malgré les chiffres corrigés que vous venez de nous donner, ça fait quand même une résidence à plus de 9 000 $ américains par mois. J'ai longtemps été dans ce secteur et il n'y a pas beaucoup de maisons qui se louent en Haïti à cette somme. Bon, c'est une façon de voir les choses, parce que quand on loue, d'ailleurs c'est une maison qui nous coûterait autour de 8 000 et quelques dollars,
Et quand on loue aussi à des politiciens, avec le risque qu'il y a d'incendier la maison, cette maison, il y a un facteur risque et autres, etc., le propriétaire a fait des exigences. Et je pense que c'est le cas pour certains ministères ou bien certains ministres et autres, ou bien directeurs généraux de la police nationale. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait le calcul autour de ce montant, mais la valeur locative vraie, c'est autour de 6 millions et quelques mille dollars. Et pour la période. D'accord. Bon, écoutez, vous avez parlé à l'instant de propriété. Je me dois de vous poser cette question. Les rumeurs disent que vous seriez le propriétaire de la maison en question. Non, c'est faux, archi faux. Je suis propriétaire de la maison qui est basée ou située à Delma 40B au numéro 13. C'est une forme d'amalgame et je dirais même une sorte de subterfuge politique pour essayer de pointer du doigt ma résidence personnelle et auquel cas il y aurait du grabuge dans l'air, et autres, etc., à travers les rues, de façon à ce que les gens viennent directement chez moi et incendier ma résidence personnelle. Ça c'est de la politique pure. Mais la résidence qu'on a louée du côté de Thomasin et 25 la résidence de fonction appartient bien sûr à un certain Basile Béda. Encore une fois, merci de ces éclaircissements, Monsieur le Président. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je sais que vous êtes au four et au moulin. Bon travail et j'espère, comme vous venez de le dire vous-même, que dans les plus brefs délais, nous allons connaître le nom du potentiel prochain Premier ministre. Merci encore, Monsieur Lambert, et bonne fin de journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'était M. Joseph Lambert, président du Sénat et donc président de l'Assemblée nationale. Il est nécessaire de tirer les enseignements des graves événements qui se sont déroulés du 6 au 8 juillet dernier à la capitale, selon l'ambassadeur de France en poste en Haïti. Elisabeth Béton-Delègue exhorte les acteurs politiques haïtiens à œuvrer pour la stabilité socio-politique, qualifiant les émeutes des 6 et 7 juillet dernier de graves. La diplomate française plaide pour que la stabilité institutionnelle soit préservée. La diplomate assure avoir pris note des messages convergents de plusieurs secteurs recommandant le dialogue et la concertation dans le cadre d'une stratégie de recherche de solutions à la crise. Le pays vient de vivre des journées dramatiques. Tout le monde est dans l'attente d'une sortie de crise, dans l'attente d'un nouveau Premier ministre. Nous avons avec nous ce soir M. Edgar Leblanc fils, qui est le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte, laquelle organisation vient de proposer une sortie de crise en 7 pages. Bonsoir, M. Leblanc. Bonsoir, M. Klein. Bienvenue à Metro News. Bon, Monsieur Leblanc, j'ai lu votre document avec beaucoup d'attention. Au départ, dès le départ, vous n'êtes pas très tendre avec le gouvernement. Vous parlez de la maladresse du gouvernement, l'insouciance des plus hauts dirigeants de l'État, leur amateurisme, mauvaise appréciation du désarroi populaire, etc. Quel jugement portez-vous sur les derniers événements et l'attitude du gouvernement en général? En fait, ça qui dit dans le document, là, qui est un document de réflexion de l'OPL, c'est un petit peu ce qui se dit dans le pays en général. On constatait que, voilà, des événements 6, 7, 8 juillet qui se passaient là, mais tout le monde s'attendait à cela. C'était de toutes parts que des voix levées pour dire, attention, il y a un grand groupe de gens qui pas de l'argent, mon mieux exacerbé, ils pas croire dans les politiciens, ils pas croire dans les dirigeants dans le pays. Puis nous prend chance ça augmenter. Eh bien, lorsque nous avec le gouvernement, profitant de match Brésil, sachant que le peuple là est vraiment fanatique du Brésil, profitant de match là, etc.,
augmenter, mais augmenter de façon inconsidérée. On m'a dit, mais ça passe, comment on fait pas de comprendre ça, pas de entendre ça, c'est de l'insouciance. Mais encore, nous vivons dans un pays côté que chaque jour, conditions de vie ont dégradé. Chaque jour, nous avons plus mal, au point que force vive paysan, jeunesse paysan, a quitté par centaines chaque jour. OK? Eh bien, parce que n'y a pas espoir. Donc, dirigeants, tu dois comprendre ça, tu dois sentir ça. Et savoir que gain de décision on peut le prendre, même si décision vraiment importante, OK, mais gon timing, gon moment et gon pédagogie, gon préparation tout qui pour faire. C'est vrai, me comprendre que journée aujourd'hui un peuple pas croire dans dirigeant au point que quel que soit jour ici par là il cap pas tant d'eau. Mais ça qui passe là, il était prévisible. D'accord? Donc c'est pourquoi que quand on dit nous pas attendre, on a fait que on t'a dit traduire réalité ça que un constat. L'important pour nous-mêmes, c'est pas de rester au constat, comme on dit, ok? C'est de voir comment on peut sortir, comment on va sortir. Et immédiatement, vous parlez évidemment de mettre fin à cette transition et vous parlez de recherche de consensus de toutes les forces vives du pays. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la notion même de consensus est la chose la plus difficile qui soit à trouver en Haïti. C'est vrai. Cependant, c'est le mot le mieux partagé dans ce pays. On parle toujours de consensus. Mais consensus sur quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Depuis 32 ans, on est en transition. C'est pas normal. OK? Nous sommes des gens dans le pays qui réfléchit, qui remet le pays, qui est capable, OK, porter des idées qui peuvent permettre que nous avancions. Mais ce n'est pas seulement porter des idées, il faut les appliquer. Or, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout ce temps-là, nous accommodons à faire des arrangements, à trouver des consensus, mais des consensus qui arrangent nous dans un moment précis que nous n'avons pas lié. Et des consensus qui sont faits en dehors de la loi, en dehors du cadre réglementaire fixé pour tout le monde. Alors, nous disons, si pour gagner consensus, il faut gagner consensus sur les règles établies. Règles jouées là établies, tout le monde connaît, tout le monde doit respecter les consensus. C'est autour de ça que le fait d'abord. À commencer par la Constitution. La première. La Constitution, la première, les lois qui en découlent, les règlements, tout ça, eh bien, et même un accord, un consensus que nous joignons, les découlés de ça, eh bien, les régit nous toutes et nous devons appliquer. Et là, ce n'est pas seulement les acteurs directs, si nous prenons ce cas-là, je dirais les politiques, mais aussi les gens de la société aussi, qui, toute décision de politique, ont affecté. Donc, ils ont même gagné pour faire un effort, ils ont parti surtout à jouer, à veiller à ce qu'un consensus trouvé, eh bien, ils ont même veillé à ce que les acteurs respectent. C'est ça donc que nous invitons, c'est ça que fait inviter tout secteur de vie nationale à participer, à profiter de ce moment-là. C'est un moment de catastrophe, mais aussi ça peut être une opportunité pour nous de finir avec la transition et de regarder en avant. Mais comme ça, on définit donc vers où on veut aller et comment nous pouvons aller. Mais nous pouvons aller sous l'égide de la loi, de la Constitution, si dans la concertation, on se rend compte, eh bien, il y a une clause de la loi, de la Constitution, qui ne va pas correspondre, qui ne va pas répondre. Eh bien, on fait consensus là-dessus, on va l'amender. D'ailleurs, nous avons un moment côté, on est en préparation déjà pour des amendements de la Constitution. Ça va rentrer donc là-dedans. C'est pourquoi, dans ce projet de sortie, eh bien, nous tenons compte de ce qui est, ça qu'a fait. OK? Ce n'est pas balayer tout, OK? Et puis l'avenir. Non, on tient compte de ce qu'il y a. Par exemple, il y a un mécanisme de concertation appelé pilotage de états généraux sectoriels. Eh bien, voilà. Pour moi et pour nous, c'était quelque chose qui était mal parti déjà dans Jean Outé choisi sous base de personnalité et non d'appartenance à des groupes, OK? Et puis c'est plutôt sectoriel. Nous croyons qu'il faut donc tenir compte de ça, revoir le mécanisme, et donc surtout considérer thématique, le travail technique, continuer à faire très bien. Maintenant qu'on est là, travail de concertation, élargir, aller jusqu'à une conférence nationale où plus grande partie de organiser, de sociétés en participer. Et ce qui va sortir, eh bien, tout le monde avait apporté sa petite pierre et nous pourrons respecter ça qui va sortir là. Ça,
on pourra consigner tout ça dans la Constitution, puisqu'on est en phase également de faire des concertations pour amender la Constitution. Donc la décision a permis nous là venir établir exactement et désormais partir du respect de la règle établie. Votre proposition de sortie de crise se fait en 2 étapes. Je lis la première étape. Combler le vide gouvernemental et ramener le calme et la stabilité. Bon. En effet, il y a un vide gouvernemental que tout le monde constate et le calme et la stabilité sont tout sauf stables, apparemment. Et la deuxième étape, changer de gouvernance politique et sortir de la transition. Alors, commençons par la première étape, combler le vide gouvernemental. Bon, c'est ce à quoi le président de la République et les présidents des 2 chambres sont en train de travailler maintenant, trouver quelqu'un qui puisse être le nouveau Premier ministre, ramener le calme et la stabilité. Bon, pourquoi ? Parce que nous sommes sur un baril de poudre et qu'il y a des gens qui ont des torches allumées à la main ? On ne les voit pas, mais quand même, ce qu'il y a, c'est qu'il y a là des cendres, et sous les cendres, il y a encore du feu. Et encore, il y a de l'inquiétude. Pourquoi on est arrivé là ? C'est parce qu'il y a un désarroi, il y a un sentiment d'abandon, de laisser pour compte généralisé. Il y a de la misère dans ce pays. La grande majorité des gens vivent dans la précarité, même ceux qui travaillent. Alors, et puis, il n'y a pas de confiance. Donc, n'importe quel faux pas peut encore nous jeter au bord du gouffre. Alors, nous dit, toute décision à prendre maintenant, c'est prendre, non cas de concertation, mais c'est prendre avec souci pour que nous commencions à établir confiance, gagner un petit peu de confiance. Faire voir que demain, nous prenons le travail, nous prenons prendre disposition et nous mettons en condition pour cela. Ce que je veux dire, par exemple, ok? Imaginez qu'on forme le nouveau gouvernement sur la base de ce qui était formé avant, c'est-à-dire de petits intérêts, ok? Et puis bien vite après, le peuple a rendu compte que, eh bien, dirigeant là, c'est même bagarre, oui. Eh bien, mon Dieu, on a tombé encore une fois dans ce. Il faut que les dirigeants qui pourraient le monter, c'est des dirigeants que ils rendent compte de comportement, une disposition première qui apprend lorsque après dans fonction, vous comprenez, ils vont aller comme serviteurs. C'est-à-dire ils vont dans ce moment précis aider à sortir, ils vont servir. L'État doit devenir OK au service de la nation. Et ça, c'est le monde qui est en tête l'État, qui peut mettre là, qui peut gagner un comportement ça, qui peut agir comme ça. OK? Et là, il peut demander des sacrifices, il peut demander des renonciations à des privilèges qu'il a. Il faut que nous capable partager. Est-ce que ça veut dire, M. Leblanc, qu'au Tarémé, ouais, et un gouvernement de technocrates? On a fait l'expérience déjà. OK? Et les technocrates, dans tous les pays du monde, paraissent comme des gens à l'ornière, fixés sur l'économie, fixés sur les techniques, et très souvent perdu cette sensibilité que vous devez gagner, et surtout dans le cas d'Haïti, avec la population, avec le contact avec la réalité sociale. C'est important. Grande théorie, très important. Il y a une décision politique. Décision politique doit pour que vous répondent bien à la sensibilité. Mais est-ce que le peuple fait encore confiance aux politiques et est-ce que le peuple fait encore confiance au Parlement? Bon, écoute, moi, je vous réponds non, parce que tout ce que je vois dans le langage, OK, on parlait de deux politiciens, c'est parler de magouilleurs, de voleurs, de tout. Mais aujourd'hui, le peuple ne fait confiance à personne. À personne. Il n'y a aucune des élites économiques, politiques, religieuses, intellectuelles, OK, qui est bien vue par la population. Malheureusement, le rôle des élites, c'est d'éclairer, c'est d'apporter la lumière. On a laissé la population dans le pénombre, pour ne pas dire dans les ténèbres. Okay? Eh bien, il y a donc une cassure. Il faut donc combler ça. C'est pourquoi je dis, dans la première étape, essayer de combler, mais dans une perspective de changement de gouvernance. Il faut changer la façon qu'on a conçu même, okay, de gouverner pour entrer dans une application de la gouvernance qui soit au service du peuple, au service de la nation. Comme disent les Anglais, vous êtes un public servant, un serviteur de l'État. C'est bien ça. Et vous n'êtes pas là pour vous servir de l'État. Voilà.
Monsieur Leblanc, est-ce que finalement tout ça ne revient pas à dire que la seule manière d'envoyer un message fort au peuple, que les choses peuvent changer et vont changer, c'est que l'État commence par donner l'exemple? Ah, bien sûr. L'exemple doit venir d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut. Suppression des Tous les privilèges. Il faut les réduire. L'État d'Haïti pas capable de mener train de vie ça. Train de vie que l'a mené là. Et que lorsqu'on est au timon des affaires de l'État, dans quelques sphères courrier, eh bien, c'est un grand privilégié. Ou d'ailleurs, on peut remarquer ça dans le comportement. Ok, une fois que quelqu'un vient d'occuper un grand poste, il sent-il dans l'insécurité. Il faut le protéger, il faut le teinter vite machine, il faut le garde du corps. Un simple directeur, directrice d'un organisme de l'État, etc., obligé de gagner un backup qui gagne monde derrière, etc. Il senti que comme privilégié par rapport à la misère ça qui est là, il pas vivre bien. Ok? Alors que vous devriez être en situation pour que côtoyer là, ou pral faire tout pour que ou aider yo et maintenant pour yo bien pour c'est une parmi yo qui en situation qui a plongé mes bayo. Donc il faut un changement et ce changement là il n'est pas venu seulement d'en haut, ce n'est pas l'Esprit Saint qui a descendu dans la tête dirigeant et puis faire changer. C'est gens que l'autre monde, la population, a continué à garder, continué à veiller et exiger que l'État vienne au service. Et c'est pourquoi moi je dis que liberté d'expression qui dérive là-dedans, il faut maintenir. Il faut toujours gagner droit de parole ça. Okay, pour demander compte, pour dénoncer, de manière à ce que, pour que le monde qui dit toujours capable de ça dans la tête pour songer, pour répondre. Est-ce que vous diriez que les journées des 6, 7 et 8 juillet dernier ont apporté au peuple le sentiment que finalement le pouvoir résidait entre leurs mains? Et est-ce que ça n'a pas envoyé un signal très fort au gouvernement actuel, aux nantis aussi, qui ont subi pendant ces journées, ça ne leur a pas envoyé un message disant « il est temps de s'occuper du peuple ». Oui, le message a été fort. Moi, déploré, on m'a dit, dérive, casse, pillage, parce que ça n'est pas servi cause peuple. Parce que après, misérable pigot, c'est eux-mêmes qui prennent desservir. Mais c'était une expression de colère, ok? Et qui dit, et dirigeant, attention. Moi, je déplore, je regrette, et moi-même, d'aller que le peuple mieux organisé pour exprimer force. Parce que là, il se montrait que le grand force. Ce que j'ai constaté, parce que je suis dans la rue, je la caméra derrière une moto. Entre 5h et 8h du soir, le commencé, eh bien, le passé dans le quartier, c'était des jeunes gens, en toute bonhomie, qui apprennent roche, sale, joignant pour le barrer les tirs, qui disent non, ça ne pas passer, il faut diriger retourner sur eux. Plus tard, ben, elle a changé, ok? Vinguin, Cassio, tout ça. Mais si tu es organisé, capacité d'organisation, tu es fort, etc., eh bien, tu as un blocage, là. Diriger, tu as retourné, tu n'as peut-être pas de casse. Donc, m'espérer que, que ça tout, peuple, dirigeant dans le quartier populaire, particulièrement leader, leçon ça pour qu'on ait éviter cassio, éviter violence parce que violence là, à long terme, retourner contre encore puisqu'il y a une mauvaise situation. Cependant, si on mieux organisé, il y a capable d'exprimer force plus bien. Monsieur Leblanc, une dernière question. Et sous pouvoir, c'est-à-dire si vous aviez la possibilité de décider, quelles mesures précises, quelles mesures concrètes vous prendriez dans les jours, dans les heures qui viennent pour, désamorcer cette crise, cette tension, et 2, redonner espoir que le pays peut changer? D'accord. Alors la première, c'est que on pas qu'à prendre une mesure immédiate comme ça là et puis qui redonne espoir. Espoir, la confiance là, c'est gain par d'ado un comportement continue à aller. Cependant, je parlais de mesures qui lancent un message en disant on a compris. Oui. Mbap dit une mesure qui a réglé les problèmes là en un coup de baguette magique. Alors, moi, je dis c'est que
l'équipe qui a monté là, d'elle, elle a monté là, ok, lui montrer qu'il peut le faire en toute transparence. Par exemple, la question de déclaration de patrimoine, ce n'est pas 2 mois après, etc., il y a demandé est-ce que tu fait, etc. Avant même qu'on monte, tout le monde fait. Et on sait que, eh bien, moun ça on a monté, mais côté OTE, donc le capable de suivre. La deuxième, les grands privilèges qu'il gagnent et que tout le monde ne peut, dans l'État, en paquet, etc., montrer qu'au départ, on veut être des serviteurs, on ne vient pas se servir. Donc suppression des privilèges, réduction du train de vie de l'État, et sur cette base, montrer à peuple là que nous prêts pour nous faire sacrifice, ok, c'est pas toujours lui-même pour nous demander pour faire sacrifice. Et comme pour le gagner maintenant, je suppose, quand même, en révision de budget, etc., ok, dans le budget, montrer que gagner des dispositions qui apprend concrètement et que gagner réduction, vraiment, ce n'est pas dans la bouche de privilèges et qui peut porter sur des programmes qui peuvent soulager le peuple. Monsieur Leblanc, merci infiniment d'être passé nous voir aujourd'hui à Métropole et de nous avoir un peu éclairé sur la proposition de sortie de crise que l'Organisation du Peuple en Lutte, dont vous êtes le coordonnateur général, vient de faire au pays. Merci infiniment. C'est un plaisir et je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité. Bonne fin de soirée. Au revoir. Voilà, c'était M. Edgar Leblanc, fils, coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en Lutte, qui vient de faire, donc, comme je le disais, une proposition de sortie de crise. Le gouvernement et les parlementaires de la majorité ne décolèrent pas contre le comportement des forces de l'ordre lors des émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier. Le ministre de l'Information démissionnaire, Guilherme Sedelva, soutient qu'il y a un problème, évoquant la passivité des policiers lors des pillages de plusieurs entreprises privées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. M. Delva assure qu'il n'a pas révélé tout ce qu'il savait sur la passivité des policiers. Il justifie son comportement par la nécessité de ne pas fragiliser l'institution. Les dirigeants du PHTK et des partis alliés critiquent vertement le directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon. Celui-ci est convoqué demain, jeudi 19 juillet, au Sénat pour une séance d'audition sur les violences survenues après l'annonce de la hausse des prix de l'essence. La semaine écoulée, le président du Sénat, Joseph Lambert, avait déploré la passivité des agents de l'ordre durant les émeutes. C'est l'avis du directeur général du ministère des Affaires sociales, Rudy Erivo, également porte-parole du PHTK. La levée de boucliers contre le chef de la police avait été perceptible dans les propos du Premier ministre démissionnaire, Jacky Lafontan, lors de la séance d'interpellation. M. Lafontan avait exhorté les députés à modifier la loi sur la PNH pour éviter que l'institution ne se transforme en un monstre. Il avait prévenu que cette force ne doit pas se transformer, comme les forces armées d'Haïti, en une force de répression. M. Lafontan avait nié toute responsabilité dans la gestion des émeutes, faisant valoir qu'il n'est pas, en tant que chef du Conseil supérieur de la police nationale, en charge de l'opérationnalisation des forces. En début de semaine, des organisations de défense des droits humains avaient dénoncé la tournée du président Jovenel Moïse dans plusieurs unités et commissariats de police sans être accompagné du directeur général Michel-Ange Gédéon. M. Gédéon avait été nommé directeur de la police par le président provisoire Jocelyn Privert, considéré comme un opposant à l'actuel chef de l'État. La séance à la Cour des comptes prévue pour ce mardi pour examiner le cas des employés de l'OAVCT révoqués par la commission de restructuration de l'institution n'a pas eu lieu. Un manque d'organisation serait à l'origine de ce retard selon le syndicaliste Rudy Saint-Just. Déposée à la Cour depuis septembre 2017, la requête relative à la réaffectation d'une trentaine d'employés mis en disponibilité pour une période illimitée traîne encore, déplore M. Saint-Just, qui se dit dans l'attente de la fixation d'une nouvelle date par la Cour. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.